Et tu gardes une trace écrite toi aussi ou pas pour ton entretien? Oui. Ouais. Ben, dans leur système, c'est obligatoire. Hein. D'accord. Là, on est pas secret. Là, je suis sous secret. Voilà, il note, je ne bouge pas. En fait, il se configure là, qu'est-ce qu'il fait? Non, non. Non. Ben, il met un petit laps de temps pour se réinitialiser. D'accord, ok. Et voilà, ils sont, tous les deux, ils sont finis. D'accord. Et là, tu as un enregistreur qui est lié direct au micro, en fait, Oui, c'est oui. ça? D'accord. J'ai préparé 2-3 trucs, mais ça, c'est pour après. Ouais. Et maintenant, on va attaquer le sujet. Hein. Peut-être, tu sais, le verre d'eau, je te le mets là, j'ai peur qu'il Ouais. qu'il y ait des soucis. Comme la table, elle est un peu bancale. Alors voilà, on démarre un entretien dans le cadre du Master 21 2019-2020. Aujourd'hui, c'est Madame Géraldine Combs qui va être interviewée. Elle est CPE au lycée pro de Je l'aurais mis. Jules Rému à Nîmes. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. On est le 25 septembre. On est au Café Petit Moka à Nîmes, place aux Herbes. On va pratiquer un enregistrement audio et l'objectif c'est, pour moi, l'AVS AESH, un thème générique. Je ne vais pas poser beaucoup de questions au départ, il y en aura juste deux. On va commencer par la première. Pour commencer, pouvez-vous me parler de vous, un bref parcours de votre carrière professionnelle? Alors, donc, je suis CPE depuis 15 ans. J'ai toujours travaillé dans des quartiers dits prioritaires, avec donc un public d'enfants qui ont des parcours familiaux et scolaires parfois un peu compliqués. Et dans des établissements, en tout cas les 10 premières années, où il y avait zéro mixité sociale. Donc là, depuis 6 ans, je travaille au lycée Jules Rému. Donc c'est un lycée professionnel avec une vraie mixité sociale, là, pour le compte. Des enfants qui arrivent, des adolescents qui arrivent de divers horizons, donc aussi bien des collèges de campagne que de la ville, de centre-ville ou même de périphérie, donc d'établissements bénéficiant de la politique de la ville, une politique prioritaire. Voilà, donc je suis une CPE plutôt investie dans mon quotidien et puis je suis heureuse d'aller travailler tous les jours auprès de mon équipe. C'est quoi l'équipe? Alors l'équipe, pour moi, c'est l'équipe au sens large, donc c'est vraiment l'équipe éducative. C'est tous les adultes qui œuvrent dans l'établissement chaque jour pour faire en sorte que l'élève se construise dans l'établissement scolaire. Donc ça part aussi bien des agents de service qui préparent des locaux propres pour accueillir les gamins tous les jours, que des surveillants, des personnels qui sont là de manière plus coupée, on va dire. Des personnels sociaux, médicaux, et puis également tous les accompagnants dans la scolarité des élèves, hein, donc notamment les AVS. Donc les AVS, c'est... Ouais. Alors juste avant qu'on...
là, tu as évoqué les personnels coupés. Oui. C'est quoi? Alors, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnels qui ne sont pas forcément à temps complet sur l'établissement. Alors c'est rigolo que j'ai utilisé ce mot, mais parce que souvent quand on discute avec eux, je pense notamment aussi au personnel vie scolaire, hein, ce sont souvent des personnels qui sont là sur des quotités de mi-temps. Et qui complètent souvent leur temps de service sur d'autres établissements. Donc c'est vrai que souvent quand on discute avec eux, ils ont cette impression d'être coupés en deux, aussi bien physiquement que moralement, parce qu'après il faut effectivement faire le lien entre les situations. Il faut... Voilà. Puis je crois que si je l'ai utilisé ce mot, c'est aussi parce que j'ai été une CPE coupée à un moment donné. Voilà, sur des temps de travail un peu chaotique avec plusieurs missions qui sont censées être les mêmes, mais qui, suivant l'endroit où on est, ne sont pas du tout les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'entre l'aspect nominatif de CPE et la mission à réaliser de façon institutionnelle, il y a des différences. Oui, parce que... Entre le prescrit et le réalisé. Alors, entre le prescrit et le réalisé, et puis surtout quand tu es par exemple à mi-temps dans un établissement et à mi-temps dans un autre, c'est extrêmement compliqué d'être épanoui dans ses missions, parce qu'en fait on a l'impression de jamais aller au bout des choses, ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. Je crois que c'est pour ça que le terme coupé, il est venu de manière spontanée, mais il vient bien imager ce sentiment-là à ce moment-là. Et à titre individuel, on le perçoit comment ça? On le vit comment ça? On le vit comme un sentiment de non-accomplissement, quoi. Enfin, on ne finit jamais les choses. On a l'impression de jamais finir les choses. De toujours laisser les choses à moitié faites, ou de ne pas être là au moment où il faut. Et puis, plus généralement, je pense un sentiment d'insatisfaction. Ouais. Et on fait remonter cette info? Non, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas entendu par l'institution. Donc, non, mais les postes, ils existent comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un mi-temps dans un établissement, tu seras forcément amené à compléter ton mi-temps si tu es à temps complet sur un autre établissement. Donc, c'est comme ça et ça peut pas... Enfin, voilà, c'est pas... Ça peut pas changer, quoi. Voilà. Et moi je me souviens de l'année où j'ai repris le boulot quand je l'avais interrompu après une grossesse, pas longtemps, juste le temps du congé maternité. Donc j'avais pris un 80% du coup, parce que mon troisième enfant était encore petit quand j'ai repris le travail et je l'allaitais. Donc j'avais besoin de ce temps pour l'aider à grandir correctement. Et en fait, donc j'étais à 80%. Et à la fois, je faisais quasiment 100% de mon temps de travail parce qu'il fallait bien que j'aille au bout des choses. Mais l'institution ne me considérait qu'à 80%. Quoi. Et moi, j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Quoi. Voilà. Donc finalement, je crois que c'est quelque chose qu'on intériorise, qu'on rumine, entre guillemets, et qui nous altère un peu dans notre posture professionnelle, je crois, oui. C'est parfois démoralisant. Ouais. Alors, ma deuxième question va être, et l'AVS devenu AESH, c'est quoi pour toi? Alors, honnêtement, moi je travaille avec un adulte qui est là pour accompagner et aider un enfant dans une situation de handicap. Et du coup, pour moi, le titre, le changement de titre, si tu veux, ça va rien, enfin, ça n'a rien changé dans ma façon d'aborder ma collaboration avec les collègues AVS, quoi. Voilà. Et donc on entend quoi par handicap? Alors c'est des enfants qui sont dans une situation de... Alors qu'est-ce que j'entends par handicap? C'est une altération d'une capacité ou cognitive ou motrice qui l'empêche
d'agir à 100%, on va dire, de ses capacités, quoi. Si on met en relation un enfant qui va être à 100% de ses capacités, quoi. Ouais, ça c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est. D'où ça vient cette info? La notion pour moi, la définition du handicap. Ouais, ou cette altération d'une capacité. Alors en général, l'altération de la capacité, alors cognitive en l'occurrence, ou motrice, elle est posée par un bilan qui est établi par la MDPH et qu'on retrouve à travers le bilan d'un enseignant référent et notamment d'un outil qui s'appelle le GEVASCO. C'est pas une pure invention des parents, c'est posé vraiment par le corps médical, quoi. Et ça donne autorité ou est-ce qu'il y a d'autres... Alors normalement, ça doit effectivement conduire toute la suite, on va dire, du dispositif. Sauf que des fois, même si des enfants sont en situation de handicap, on se rend compte que ils n'ont pas forcément effectivement la notification, notamment d'une aide et d'un AVS. Et j'ai connu des situations où des parents ont porté des situations devant le tribunal administratif et il a fallu ça pour qu'il y ait effectivement une reconnaissance du handicap. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, suivant les régions où tu habites, les MDPH ne tranchent pas de la même manière pour un même handicap. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, quoi. Et qui, j'imagine, pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap, doit être assez révoltant, en fait. Et donc derrière ce GEVASCO, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. Alors le GEVASCO, on va dire que c'est l'outil technique qui vient poser les pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant en situation de handicap. Et, mais ça n'est pas, enfin, on va dire que ce sont des préconisations plutôt. Et après, à l'interne, on peut imaginer de mettre en place d'autres choses qui viennent compléter ce dispositif. Mais pour moi, les préconisations qui sont faites dans le GEVASCO, elles doivent être appliquées et elles doivent être respectées. Ouais. Après, on peut rajouter d'autres choses éventuellement, mais pour moi, c'est une base qui n'est pas discutable, quoi. Ouais. Et qui est tenu informé du contenant du GEVASCO? Alors, moi, en tant que CPE, j'y ai accès. C'est le premier établissement d'ailleurs où l'enseignant référent me fait parvenir les GEVASCO. Dans les précédents établissements où j'ai travaillé, j'en avais jamais vu, quoi. Voilà. Je me suis même posé la question de savoir si c'est un outil qui était nouveau ou si avant il était fait et qu'il n'était pas communiqué, ou peut-être c'était un document confidentiel, je sais pas. T'as pas poussé le public derrière? Non, parce que après moi je me dis que si on me transmet pas un document, c'est que peut-être que je suis pas censée l'avoir en main, quoi. Voilà. Parce que dans les équipes de suivi notamment, il y avait des enseignants, enfin la première enseignante référente avec qui j'ai travaillé, elle nous donnait accès à aucun élément, quoi. Les éléments que j'avais, c'était le corps médical qui venait sur les équipes de suivi, qui souvent nous donnait les informations, quoi. Alors que c'est un outil super intéressant, le GEVASCO, quoi. Et je pense que c'est effectivement un outil sur lequel toute l'équipe devrait pouvoir s'appuyer, quoi, pour mettre en place un accompagnement efficient, quoi. Et donc, on va rester un petit peu sur le GEVASCO parce que ça fait partie de mon champ de réflexion. Ouais. Si ça fait 10 ans que tu es au lycée Rému. Ça fait 8 ans, ouais. 8 ans. 8 ans chez Rému.
et 16 ans d'activité. Donc on est pile oui, à la moitié. À la moitié. Sur le moitié-moitié, on va raisonner sur une moitié où je n'avais pas connaissance, pas accès au Gévasco. Pire que la connaissance. Mais du coup, je n'avais pas connaissance non plus. Oui, voilà. Donc, voilà. Et une autre moitié où je l'ai. Et à partir du moment où je l'ai eu, qu'est-ce que ça a changé? Et voilà. Alors, donc, restons un petit peu sur la logique. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que sur les 8 ans en Rému, j'ai eu 2 chefs d'établissement, 2 proviseurs, et que les 2 ne fonctionnaient pas pareil. Et c'est depuis que j'ai le nouveau que j'ai connaissance du Gévasco. Alors ça correspond aussi à un changement d'enseignant référent. Ah, le référent aussi. Ouais. Ça correspond à un changement d'enseignant référent, Alors, je ne sais pas lequel des deux est le plus impliqué. Ils ont changé en même temps quasiment, ouais. Alors, ce que ça a changé, j'ai envie de te dire beaucoup de choses. On va y revenir. Je fais juste une parenthèse sur le référent, parce que bien sûr, lui aussi, il m'intéresse. Parce que je le côtoie une fois par an, et post-mortem, quand l'année est passée. Une fois par an? Oui. Mais on va voir que ça a un lien avec cette histoire. Derrière, il y a le PPS, le PPE et compagnie. Moi, j'ai étudié le dossier, mais les autres AVS. Voilà. Donc, mon enseignant référent. C'est qui, c'est quoi, c'est sa lettre de mission L'enseignant référent, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le lien entre les préconisations qui ont été faites par la MDPH et l'équipe qui va venir en interaction, j'ai envie de dire, auprès de l'élève. Elle a un rôle assez central puisque c'est elle qui va faire descendre l'information. Oui, là en l'occurrence c'est une dame qui va effectivement faire descendre l'information et qui va poser la réflexion et la rendre peut-être plus lisible pour le personnel d'éducation. Qui comprend donc les enseignants qui sont invités du coup à la réunion quand l'enseignant référent vient. Il y a donc... En début ou en fin d'année? Alors nous, ça dépend, parce qu'il peut y en avoir en début, il peut y en avoir en fin d'année. Mais en l'occurrence, quand il y a des nouveaux dossiers, ça se fait vers la Toussaint, généralement, rarement avant. Et ça, c'est quelque chose que je déplore, parce qu'il y a parfois des infos qu'on a besoin d'avoir très vite, quoi. Donc en général, on arrive à pallier à ce délai un peu tardif en discutant avec les parents, quoi, de la pathologie et des besoins des enfants qui ont eu la notification de l'AVS. Donc sur les Gévasco dit AVS. Et pour moi, du coup j'ai le doute là parce que c'est vrai que sur les derniers établissements d'AVS, j'ai toujours vu un Gévasco. Mais peut-être y a-t-il des même pour les dyslexies et tout ça, donc qui sont pour moi peut-être en termes de handicap, on va dire les atteintes cognitives peut-être les moins graves par rapport à des gamins qui ont eu des comas, des choses comme ça. J'ai vu des Gévasco effectivement. Donc oui, moi dans ma tête le Gévasco il est systématique. Ouais. Et donc pour faire la liaison, là, elle a posé, l'enseignant référent a posé la réflexion. Bien. Les enseignants, ils ont contact, dans le meilleur des cas, à la Toussaint. Oui, lors de l'équipe éducative en fait. Alors nous dans notre établissement on le fait, parce qu'en fait on fait des entretiens de rentrée, les 2 jours de rentrée avec les élèves, et où du coup on sait exactement... c'est une initiative du collège? Oui, du lycée. Oui, c'est... Ouais. Tous les élèves de seconde passent un entretien de rentrée où on évalue donc son positionnement par rapport à sa scolarité, par rapport à sa vie à l'extérieur, par rapport à ses difficultés qu'il a eues dans ses apprentissages. Et du coup, il y a une question vraiment ouverte sur effectivement ses difficultés face aux apprentissages, et notamment on pose une question sur les aménagements de la scolarité. Y en a-t-il eu? Va-t-il y en avoir? Y a-t-il des demandes en cours, etc. Et on le demande aussi au moment des inscriptions, donc ça c'est vraiment au mois de juin, donc c'est même encore avant, quoi. Voilà. Et quand les parents nous font remonter effectivement qu'il y a quelque chose en cours, le dossier monte directement aussi chez l'infirmière pour que rapidement il y ait un entretien qui soit mis en place et qu'on ne perde pas de temps, quoi, dès la rentrée en fait. Ouais.
cet entretien de rentrée, il a été créé, puisqu'on voit qu'il n'est pas fonctionnel, Ouais. hein, il a été créé à l'initiative de qui? Alors c'est connaissance, quoi. c'est l'équipe éducative, c'est-à-dire les CPE, on a été force de proposition parce qu'on pense que c'est super important quand un élève arrive de faire le point avec lui sur son passé, sur son présent et puis sur ses projets. Voilà, je trouve que c'est une façon de l'accueillir et de lui montrer qu'on s'intéresse aussi à ce qu'il y a en lui en dehors de l'élève, quoi. Voilà. Parce que c'est une approche un peu qui va élargir, hein. On n'est pas que sur l'élève, on est sur la singularité de l'ado, quoi. C'est des entretiens d'ailleurs qui nous servent après tout au long de l'année. Quand on refait des entretiens avec les élèves, on aime bien reprendre cet entretien de début d'année parce que c'est toujours une bonne base pour voir quel a été le cheminement, est-ce qu'il y a eu des évolutions, est-ce que au contraire ça s'est dégradé, enfin voilà, c'est intéressant. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Et du coup, ce fameux entretien, quand par exemple on a une pathologie chez un gamin, on est dans le serveur Pronote qu'on utilise. On a créé un volet qui n'est accessible que par l'équipe de profs et donc les AVS aussi qui y ont aussi accès et les CPE, les surveillants n'y ont pas accès eux. Il y a une colonne effectivement où on note s'il y a un PAP par exemple, s'il y a l'AVS et de manière assez comment dire, synthétique les difficultés. On ne rentre pas trop dans les détails parce que voilà, ça reste quand même quelque chose d'informatisé et il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Donc dans Pronote, les CPE, ils ont créé un volet pour eux, d'accord, sur lequel... Alors il est visible pas que pour les CPE, hein. Il est visible par les enseignants, par les AVS, par les profs, l'infirmière et puis bon l'équipe de direction, la S aussi, l'assistante sociale, l'infirmière et la collègue de la mission de lutte contre le décrochage scolaire aussi. Et l'élève qui est suivi, il est au courant de tout ça? Alors, il est, entre guillemets, un peu pisté, alors, différencié. Enfin, pour nous, on ne le voit pas comme étant pisté ou différencié. On le voit comme une information importante pour mieux l'aider, pour mieux le suivre, quoi. Et l'élève, lui, il a quoi comme regard sur ça? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais posé la question, mais il m'est arrivé d'avoir un entretien un élève pour une autre raison. Et donc de voir du coup effectivement sur le fichier qu'il y avait un problème de dyslexie, etc. Et ce qui m'a permis du coup de faire le lien parfois avec ces difficultés rencontrées dans les apprentissages. Et du coup, il était rassuré de voir que j'avais connaissance de cette différence qu'il avait en lui, quoi. Enfin, de cette difficulté, dans la mesure où on la traite comme quelque chose à accompagner et à l'aider. Je ne pense pas que ce soit embêtant, quoi. Après, effectivement, c'est pour ça que je te disais, on fait super attention à ce qu'on y met en termes de mots, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives, hein. Ouais, clairement. Ouais. Et pour rester sur le registre des élèves et dans cette première approche du gamin qui va arriver en seconde ou en troisième chez vous et qui fait de premières découvertes différenciées, je dirais, parce qu'il y a des prises en compte, c'est l'environnement pro, enfin, bon, il y a quand même beaucoup de critères déstabilisateurs. Quoi. Et quel regard vous percevez que lui, il a
sur les autres et que les autres peuvent avoir sur lui. Genre, lui il est avec un AVS. Alors ce qui est très étonnant, et ça a été pour moi, ça a été quelque chose de surprenant, j'ai envie de dire, c'est qu'en lycée professionnel, je trouve qu'il y a une plus grande tolérance des gamins entre eux. Je pense que c'est tous des gamins qui ont été, enfin la plupart en tout cas, qui ont été un peu cabossés, alors plus ou moins, ou par l'école, ou socialement, ou les deux, ou pas du tout. Des fois, c'est des gamins qui sont là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont là vraiment par motivation pure. Et du coup, ils ont un regard sur l'autre qui va beaucoup plus tolérant finalement. J'ai pas rencontré là depuis que je suis à Rému de gamins pour qui l'AVS finalement c'est un problème dans la classe, mais à la fois c'est parce qu'on a mis en place des choses un peu particulières aussi peut-être. À savoir ? Eh bien, par exemple, quand on sait que donc il y a une notification pour un élève, on rencontre toujours l'AVS avec l'élève, déjà nous les CPE avant, pour positionner. Déjà les faire se rencontrer, c'est important, que la première rencontre n'ait pas lieu dans la classe de manière assez impersonnelle. Je pense que ça change tout aussi sur le regard que l'élève va avoir vis-à-vis de cet adulte qui va l'accompagner. C'est pas juste un outil scripteur ou quelqu'un qui tape sur un ordinateur. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis ensuite, il est arrivé parfois, face à certaines pathologies, qu'on doive intervenir dans la classe. Mais parce que, alors des fois ça a été à la demande des parents et de l'élève, notamment je pense à 2 cas d'enfants qui étaient autistes. Et là effectivement ça justifiait qu'on aille expliquer à la classe des particularités et notamment en termes de conduite, on va dire, du groupe. C'est-à-dire un enfant par exemple qui va être autiste ou qui va avoir des traits d'autisme, il va avoir besoin de calme, il va falloir éviter qu'il y ait trop d'agitation. Et je me suis rendu compte que ça, quand on l'explique au groupe, finalement tout le monde va en bénéficier. Alors forcément le gamin qui en a besoin de manière prioritaire, mais de toute façon tous les autres, parce que travailler dans une situation de calme, on va dire, ça va favoriser les apprentissages pour tout le monde, quoi. Donc ça c'est quelque chose de très porteur. Voilà. Et justement, cette première réunion, première prise de contact là, celle-là, ça suppose qu'il y a eu d'autres avant, mais on va y revenir. Ouais. Donc quand on est dans celle-là, est-ce qu'elle se fait eux deux plus la classe, ou est-ce qu'on explicite à la classe quelle est la problématique et on fait intervenir les deux congénères à part? Alors ça se fait en plusieurs temps. Juste je reprends sur l'aspect, la rencontre entre l'élève et la VS. Se fait pas nécessairement avant l'équipe de suivi, parce que souvent l'équipe de suivi elle se fait tardivement. Donc en fait ça se fait dès la rentrée, dès qu'on sait que l'AVS va suivre l'élève. Des fois l'équipe de suivi ne va pas se faire en amont, donc on fait cette rencontre. L'équipe de suivi des fois elle a lieu 2 mois après, donc, mais nous on n'a pas pu faire l'économie de faire cette rencontre avant qu'il y ait la première intervention en classe, avant que les élèves découvrent aussi ce personnage et qui vient intervenir dans la classe, parce qu'il y a des gamins qui savent ce qu'est un AVS et d'autres qui n'en ont jamais vu dans leur scolarité, donc ça c'est super important. Il faut que dès le départ, alors d'abord évidemment en priorité l'élève, on fait la rencontre avec l'élève dans le bureau, et puis des fois avec la famille, ça dépend ou des éducateurs quand il y a des éducateurs et pas de famille. C'est vraiment modulable en fonction de la situation. Et puis après, donc ça va être un peu à la demande aussi par rapport à la classe et en fonction de la pathologie de l'élève qui est accompagné. Il y a des gamins qui souhaitent qu'on n'intervienne pas en classe, d'autres qui préfèrent qu'on intervienne. Donc là, franchement, moi je me plie au desiderata de l'élève. Ouais. Sauf s'il n'est vraiment pas en mesure de mesurer, on va dire, les tenants et les aboutissants. Mais en général, il le verbalise assez bien quand même. Et si c'est pas les gamins, c'est les parents, donc voilà. Et donc ces problématiques de pathologie, c'est un chapitre à part entière. J'entends par là qu'il y en a beaucoup.
de pathologies différentes? Alors, Elles sont explicitées comment moi sur mes 15 ans, on va dire, de pratique, j'ai souvent rencontré des problèmes qui sont plus liés à des pathologies de 10, de manière un peu plus exceptionnelle, donc des pathologies d'autisme, et de manière plus exceptionnelle, des pathologies plus physiologiques, on va dire, donc de gamins qui ont eu des gros accidents et qui ont leurs capacités physiques qui sont amoindries, quoi. Okay. Alors c'est vrai qu'en fonction des pathologies, on ne va pas dire les mêmes choses, forcément, quoi. Ouais. Et donc là, revenons à notre petit AVS, là. Il a pénétré quand dans la machine? Alors, nous, il a pénétré le jour de la pré-rentrée, en même temps que tout le monde. Voilà. Parce qu'on a eu des reconductions d'AVS, donc du coup, c'est vrai et on a eu la chance que ce soit les mêmes. Il y a eu des années où ça n'a pas été le cas, où effectivement les AVS sont arrivés en cours d'année, et où là, effectivement, c'était plus difficile. Et pour, je pense, le collègue, et pour les gamins qui étaient accompagnés aussi. Ça, c'est clair. À mon avis, la situation n'est pas du tout la même en fonction du moment où intervient l'AVS. Et juste pour rester sur notre AVS de service, il est informé comment de ce qu'il va recevoir comme paquet cadeau? Alors ça, c'est une bonne question. J'en ai parlé une fois ou deux avec des collègues, justement. Parfois, des collègues AVS, qui parfois me disent que finalement, ils savent qu'ils vont être appelés avant d'avoir les notifications, on va dire, de leur service référent, quoi. Voilà. Et puis, des fois, il y a des changements de dernière minute. Ça, c'est arrivé aussi, avec des emplois du temps difficilement compatibles. Parce qu'on a pas mal de collègues qui sont sur plusieurs établissements, donc à la fois il faut qu'ils accompagnent un élève, mais à la fois si l'emploi du temps n'est pas compatible, c'est très très compliqué, quoi. Donc là on arrive quand même à mettre en place des choses, parce qu'on a une équipe de direction qui est très attentive à ça, mais je pense que dans certains établissements ça doit être compliqué, quoi. Ouais. Et dans l'équipe de direction, donc c'est qui est concerné par ça? Le proviseur, la proviseure adjointe sont tous les deux parties prenantes, on va dire, sur le suivi des dossiers. En fait, ils se partagent le suivi des classes. Donc, en fonction de l'élève qui est concerné, ça va être ou le proviseur ou la proviseure adjointe. Voilà. D'accord. Et le corps enseignant lui-même? Alors, le corps enseignant, il est bien sûr invité chaque fois aux équipes de suivi. Nous, les CPE, on est souvent, c'est nous qui allons souvent faire le lien en amont des équipes de suivi. Pour expliquer la situation, alors de manière très, très succincte dans un mail, en disant que cet enfant va être suivi bénéficier de l'aide d'un AVS, et après, donc on les invite à se rapprocher de nous, parce que c'est toujours pareil, sur les mails, on essaie d'être le plus succinct possible, enfin on ne donne pas trop d'informations qui pourraient être d'ordre médical ou confidentiel, il faut faire attention, donc puis je préfère toujours m'entretenir de vive voix sur ce genre de situation que par mail, quoi. Et donc le prof qui atterrit là, on vient de lui fournir son panel de seconde ou de troisième, parce que on va rester pour l'instant sur eux. On verra comment on sort du système après, mais pour l'instant on essaie déjà péniblement d'y rentrer, donc voilà. Et il est averti de quoi en fait, le prof? Alors le professeur, il est averti que donc il y a un élève qui est accompagné par un AVS, et il est averti des difficultés que présente l'enfant qui est accompagné. Voilà. Et en règle générale, quelle est la première réaction de l'enseignant? Est-ce que c'est toute l'équipe enseignante qui est informée du même coup? Oui, alors en fait, on a des listes de diffusion par équipe pédagogique, donc en fait, c'est assez efficace comme outil. C'est-à-dire que tous les profs qui suivent l'élève vont être avertis.
Je vais avoir un entretien un peu plus poussé avec le prof principal, forcément, puisque je fais le point régulièrement avec le prof principal sur le suivi de la classe. Donc j'ai envie de dire que sur le suivi des élèves qui ont des AVS, on va passer un peu plus de temps pour faire le point sur justement la nature des préconisations qui ont été posées. Est-ce qu'elles sont judicieuses? Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a un peu un décalage entre ce qui est préconisé et ce qui marche vraiment, ou entre ce qui est préconisé et ce qui est fait aussi, parce que ça c'est un vrai problème parfois. Donc ça effectivement oui, ça fonctionne assez bien, mais parce qu'on a un système de communication qui marche bien dans notre établissement. Donc, mais bon, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les autres établissements où j'ai travaillé, c'était compliqué. Ouais, pourtant c'était des établissements plus petits, mais... Et donc, c'était quoi qui dysfonctionnait ailleurs? Alors d'abord, j'avais beaucoup moins d'éléments à fournir aux collègues, puisqu'à l'époque, j'avais pas du tout accès ni au GEVASCO. Les enseignants référents étaient presque secrets sur les situations. C'était assez compliqué de travailler avec la collègue à l'époque là, qui était sur le secteur. Elle était toujours dépassée par les événements. Enfin, c'était compliqué, quoi. Tout semblait compliqué, quoi. Elle vient de partir à la retraite, il y a pas... Ouais, c'est ça. Elle m'a justifié incapable à la profession. Ah, d'accord. Ça commence par un, son nom. Ouais, c'est ça. Voilà, donc quelqu'un de vraiment particulier, quoi. Très, 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 très compliqué de travailler de manière constructive avec elle. Ouais. Donc, pas d'ascrivania, d'enseignant référent secret. Et donc au niveau administratif, quelques documents dans les difficultés. Hein. Dans les difficultés, alors. Qu'est-ce que c'est qui peut poser problème pour assurer le service en lui-même déjà? Je pense que, par exemple, ce que j'ai déjà évoqué avec des collègues qui parfois attendaient leur nomination, je ne sais pas comment vous dites dans votre profession. Non, l'AVS notamment, ouais, l'AVS, ouais. Et alors que nous, établissement scolaire, on était avisés que c'était bon, que c'était mis en place, mais elle l'était pas encore. Enfin, donc des fois, il y a des décalages en fait, voilà. Et puisqu'on est dans la phase d'approche et des difficultés, ouais. Quel regard on peut porter sur... Puisque là, grâce au GEVASCO, qu'on ait été informé en détail ou pas, bon, globalement, il y a quelque chose qui existe et qui vous dit, voilà, il y a un panel de difficultés sur... on va en prendre que, mais bon, voilà, il y a un panel de difficultés sur les R. De l'autre côté, on vous dit, il y a monsieur ou madame machin qui a la fonction de l'AVS, on va lui attribuer cet élève-là. C'est ça. Donc, et on attend quoi de l'AVS? Qui connaissent les difficultés de machin, comment on gère un autiste, etc. Alors du coup, c'est vrai que concrètement, moi, alors c'est vrai que c'est intéressant la question que tu me poses. Je me suis jamais posé la question dans ce sens-là parce que pour moi, l'AVS, il était rattaché à un service et pour moi, je faisais l'hypothèse qu'il était formé en fait aux pathologies de l'élève qu'il avait à suivre en fait. Donc après, je me suis rendu compte dans les échanges que j'avais avec les AVS que des fois, je pouvais leur apporter des pistes de réflexion ou des choses pratiques à mettre en place qui pouvaient les intéresser. Mais pour moi, il y avait une formation de base, quoi. Et on a poussé des investigations, même basiques, pour savoir si ça existait ou pas? Non, moi j'ai fait en fait, pour moi c'était. C'est le slogan national d'éducation nationale, c'est posé la question. Ouais, pour moi c'est l'AVS, il était formé quoi. Et c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, sur des petites choses pratiques que j'échange régulièrement avec les AVS, je fais le point souvent avec les AVS sur le cheminement des élèves qui sont suivis. Et en fait, je me suis rendu compte là, tu vois, par exemple, la semaine dernière, un truc assez basique. C'est-à-dire, il y avait le bazar dans la classe lors d'une évaluation. J'ai suggéré à la collègue, dans ces cas-là, tu viens avant si tu sais qu'il y a une évaluation et tu me demandes une salle où tu peux te poser avec le gamin pour qu'il fasse son évaluation dans de bonnes conditions. Et là, elle m'a dit, mais tu crois que c'est possible? Et donc, je lui ai dit oui, enfin... C'est pas que c'est possible, c'est que je pense que c'est nécessaire pour que le gamin puisse faire son évaluation correctement, quoi. Donc maintenant que tu me dis ça, tu vois, je rembobine et je me dis ouais, en fait, elle a peut-être pas
connaissance des éléments à mettre en Les place. modalités pratiques, Ouais. ouais. Je sais qu'elle connaît cet élève depuis un an, puisqu'elle le suit déjà depuis un an. Après, je suis sûre qu'il y a certains collègues qui s'intéressent aux pathologies, donc qui vont creuser, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, ils étaient formés, quoi. Et- J'ouvre juste la parenthèse Ouais, là. mais Mon fameux supposé acquis, ouais, que je traîne comme un boulet depuis plus de Ouais. 50 ans, Ouais. hein. Mais quand je l'ai exprimé là, ouais, dans la session de l'année dernière, Ouais. on m'a tiré à boulet rouge. Hein. d'accord. Parce que chaque fois que là, c'est une mise en évidence que ça, Bah, c'est ouais. un dysfonctionnement Ah, bah, organisationnel, c'est clair. quoi. Ouais, oui. Ah, ben oui, c'est clairement. constitutionnel que ça Vous va êtes, pas. en fait, vous n'êtes pas formé. Non, non, absolument pas. Non. C'est que non. Le niveau de D'accord. recrutement avec la nouvelle législation qui vient d'être Ouais. mise en place pour cette rentrée, Ouais, c'est niveau 3e. d'accord. Donc quand on va être en première méca, je vois pas C'est vraiment niveau 3e. niveau 3e recrutement. Ouais. Ah, moi, je pensais que c'était calé, ben, en fait c'était avant, c'était calé comme les AED, donc au moins un bac plus 2 quoi. Non, non, c'est calé, même depuis toujours. Hein. Ah oui, Ah bah, bien sûr. d'accord. Ah non mais alors là il y a un vrai problème. Mais du coup tu vois je me rends compte maintenant que tu me dis ça que après moi des fois je veux pas avoir l'air de pas de donner des conseils mais parce que après voilà je suis conseiller principal d'éducation donc je suis on va dire légitimement je pourrais l'investir tu vois cet axe là mais à la fois comme je partais du principe que les collègues ils étaient formés je me disais si tu dis ça il va se dire mais pour qui me prend quoi enfin tu vois donc du coup je me rends compte que du coup des fois je me suis empêchée de dire des choses alors que peut-être ça aurait aidé le collègue à avancer ou la collègue quoi. Ah ben oui. D'accord. Regarde, on a 60 heures administratives, Ouais. comment fonctionne l'école, Ouais. comment machin, Ouais. je veux dire, C'est tout tout. le monde se fout quoi. Ouais. Et 30 heures de présentiel sur lesquelles on décortique les problématiques en fait. D'accord. On va avoir une matinée sur qu'est-ce que c'est qu'un Alzheimer. D'accord. Ok. Une matinée sur qu'est-ce que c'est que la dyslexie. D'accord. Mais vous n'allez pas creuser, par exemple, quelles sont les pistes pédagogiques à mettre en place pour le gamin dyslexique, pour le gamin autiste, pour le gamin. C'est pas de notre ressort. Ben, c'est quand même, il me C'est ce semble. qu'ils te disent structurellement. Ouais. Ouais, putain. D'accord. On Ben, n'est c'est pas là pour intéressant. enseigner, on n'est pas des pédagogues, on n'est Ouais. pas. Voilà. Vous êtes juste des outils scripteurs, c'est ça? Ça fait partie, ouais, du cerveau. Non, mais c'est ça Pour qui. le C'est ça qui. cerveau. D'accord. Oui, alors moi j'investis mes collègues AVS autrement, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais, Pour moi, c'est des éducateurs, tu vois, à part entière, quoi. D'accord. Et jusqu'à la nouvelle réglementation, on était précaire à l'année, Ouais. Mm. voire précaire au trimestre. Parce qu'à chaque trimestre, on est censé être évalué par le corps enseignant, par notre hiérarchie de tutelle sur l'établissement sur lequel on est affecté. Et Ouais. tout ça, ça remonte à l'enseignant référent qui, lui, statue si on poursuit ou on ne poursuit pas la mission. Vous êtes évalué par les enseignants? Oui, Comment l'enseignant il va vous évaluer? Enfin, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, il est statutairement. D'accord. Ok. Et je pense que ça va être encore pire avec la nouvelle réglementation, puisque le contrat il est sur 3 ans et que derrière il doit y avoir des résultats. Quoi. On doit vraiment devoir D'accord. avoir un suivi réel du Ok. gamin. Ah bah, avec des gens qui sont recrutés avec un niveau 3e, ça va pas, ils vont pas être déçus du voyage. Ok, bah dis donc, tu m'en apprends des choses. Et le CPE, c'est notre premier chef en fait. Ah oui, C'est notre première D'accord. tutelle. ok. Bah, je Puisque savais lui, même pas, il est tu vois. coordinateur d'un Ouais. établissement. Ouais. Hein, si on refait la Ouais, pyramide oui. à l'envers, Ouais. comme il est coordinateur, Ouais. en fait, c'est notre première canne. Quoi, hein. D'accord. On a le professeur principal qui est Ouais. censé justement nous faire le distillat du distillat du Gévasco, qui va nous donner le PPS, les éléments synoptiques du PPS, qui va nous donner le PPE pour le gamin, machin. Ouais. Voilà, et on est censé avoir tout ça. D'accord. L'infirmière qui est censée nous dire Ouais. attention, le médoc ceci, Ouais, les ouais. effets cela. Et nous, CPE, on est censé aussi vous distiller des Exactement. choses? Tout ça en amont. D'accord.
Moi, je le... Ça, c'est ce qui est prescrit. D'accord, ok. Mais comme personne ne le lit, ou personne n'a lu le texte. D'accord. Moi, si tu veux, je l'ai mis en place parce que ça me semblait être logique dans le fonctionnement, quoi. Enfin, mais je pensais que j'investissais quelque chose, tu vois, en marchant un peu sur des œufs, ouais, voilà. Non, mais c'est bien. Ça me rassure. Je vais pouvoir me permettre plus de choses, du coup. Tu vois ? Puisque là, on a un petit éclairage sur un élément qu'on pourrait appeler formation. Ouais. Et moi, je pose la contre-question, formation de qui, formation de quoi? Alors, moi, j'ai envie de dire que la formation, elle est presque de l'équipe. Quand il y a un enfant dans une classe qui a une pathologie particulière, il faut que tous les adultes qui sont amenés à graviter autour de ce gamin, ils connaissent, le fonctionnement de la pathologie, et deux, comment on répond à cette pathologie dans l'acte éducatif, quoi. Voilà. Et pour moi, là, j'ai envie de te dire, je ne fais pas de différence entre le surveillant référent, le prof, l'infirmière, enfin, j'ai envie de dire, l'AVS forcément, puisque vous êtes en première ligne, mais finalement, tous les adultes qui vont graviter autour de ce gamin, quoi. Moi, j'ai un autiste dans le lycée. Mes surveillants, ils sont tous au courant de ce qu'a ce gamin, comment il fonctionne, quelles peuvent être à certains moments ses réactions un peu disproportionnées ou au contraire introverties, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'une ou l'autre des situations qui se présentent. Enfin, ça me semble le b.a.-ba, ça, tu vois. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, on suppose acquis que l'AVS, c'est le premier au contact, est permanent, le point de vue permanent, même sur son mi-temps. Oui. On suppose qu'il maîtrise, lui, ce qu'il doit faire, eu égard à un autiste, par exemple. Ouais, alors moi, par exemple, je ne vais pas te mentir. Moi, déjà, je faisais l'hypothèse que l'AVS, il connaissait parfaitement la pathologie. Pour moi, c'était le référent de l'élève, donc qui était censé effectivement le mieux connaître le fonctionnement de l'élève, pas forcément l'élève, puisque des fois il arrive et il connaît l'élève en même temps que nous, donc il ne va pas forcément connaître mieux l'élève, mais en tout cas la pathologie, oui, pour moi il la connaissait, quoi. Après, finalement, je me rends compte, tu vois, quand je réfléchis, quand je fais les entretiens de rentrée avec l'AVS et l'enfant et la famille ou pas, enfin ça dépendait. Qu'effectivement, je voyais bien que l'AVS était super intéressé dans l'entretien et que ça lui apportait quelque chose presque d'inédit. Mais maintenant, je le mesure, maintenant que tu me parles de ça. Mais pour moi, effectivement, l'AVS, je partais du principe que quand il avait en face de lui un enfant autiste, par exemple, je partais du principe qu'il connaissait effectivement les fonctionnements potentiellement d'un enfant autiste. Ouais. Et donc, là on voit deux choses. On voit que le questionnement lui-même, il n'a pas été posé. En tant que diagnostic, je veux dire, cette histoire-là, il n'a pas été posé, mais par la hiérarchie non plus. Ben non, parce que effectivement, moi je suis chef de service de la vie scolaire, donc j'informe mes surveillants effectivement que ben voilà, on a tel ou tel élève qui présente telle ou telle pathologie, qu'elle soit effectivement physique ou mentale, voilà. On les briefe sur effectivement les comportements à avoir en cas de dysfonctionnement. Mais après, c'est vrai que moi, mon chef m'a jamais dit il faut que vous formiez l'AVS, quoi. Ouais, clairement. Pour moi, l'AVS, il était formé par l'enseignant référent avec qui il avait le lien dans l'établissement et plus largement par la MDPH. Enfin, en fait, oui, pour moi, c'était comme ça, quoi.
moi, c'est vrai que j'ai une façon, dans ma posture professionnelle, je partage beaucoup mes fonctionnements, mes analyses, mes questionnements. Donc, du coup, je les fais de manière naturelle aussi avec les AVS. Mais pour moi, enfin, l'AVS, il était briefé à la pathologie de l'élève qui suivait clairement. Ouais. J'ai jamais imaginé qu'il l'était pas. Et du coup, je comprends mieux pourquoi pendant les entretiens, il y avait vraiment un grand intérêt des collègues, puisque on avait toujours des éléments très, très pratiques sur comment gérer les crises s'il y en avait, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que les choses se passent bien, des pistes pratiques en fait qui nous étaient apportées ou par les éducateurs ou par les parents quand ils sont là, quoi. Ou par le gamin lui-même d'ailleurs. Parce que comme en général, ils sont là, ils savent qu'ils sont là. En général, on fait ça autour d'une table ronde, dans un endroit posé, enfin voilà, un peu agréable. Du coup, le gamin, il comprend qu'on est là pour l'aider, quoi. Donc, du coup, c'est souvent le gamin qui nous donne les pistes d'accompagnement. En exprimant son besoin ou... Alors, et en exprimant son besoin, ils ne sont pas toujours en mesure de le verbaliser, le besoin. Donc, mais souvent sous forme de réponse à la question, mais qu'est-ce qui avait été mis en place dans ta scolarité qui t'a aidé, que tu as aimé, qui t'a permis de progresser. Plus sous cette forme de questionnement-là, parce que si tu leur demandes de verbaliser directement, c'est compliqué. Puis il y a ceux qui peuvent percevoir de manière directe et puis ceux qui perçoivent pas et que nous on est quand même on doit être en mesure de mettre en place, quoi. Donc, il y a l'aspect matériel, on va dire, de l'aide et puis l'aspect de suivi psychologique, quoi. Et sur les gamins autistes, la deuxième partie, elle est hyper importante. Et donc, comment vous initiez cette co-relation avec l'AVS? Ben, là, je te dis, ça se fait vraiment très tôt dans l'année. Mais comment parce qu'il y a une grosse phase de découverte et sur les autistes, c'est particulièrement complexe cette phase-là. Alors, sur la découverte du gamin lui-même, tu veux dire, ou de la pathologie? Non, la pathologie, on la laisse de côté. Sur le gamin, on n'a pas interaction. Sur le fonctionnement du gamin. Ouais. Alors en fait, c'est... Comment on le fait prendre je dirais, contact réel avec son AVS, comment son AVS va l'introduire dans la classe. Là, en fait, très concrètement, il y a le premier entretien qui se fait dans mon bureau. Donc la première rencontre, elle se fait dans mon bureau. Oui, ça j'ai pigé. Voilà. Mais comme c'est aussi exceptionnel, ça, parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Oui. Il y a 8 ans avant, vous ne l'avez pas vu. Oui, donc, si tu veux dire sur les autres moments, souvent, je pense que ça se fait sur le temps de... Enfin, il y a l'arrivée en classe et il y a le gamin pris en charge et il y a l'AVS qui arrive et bonjour, c'est moi ton AVS et on s'assoit et on enchaîne, quoi. Je pense que concrètement, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ouais. Et tu vois, malgré tout ce qu'on a mis en place nous, je me rends compte, je m'en suis rendu compte l'autre jour, il y a encore des choses qui ne vont pas parce que je me suis retrouvée à intervenir dans une classe en début d'heure où il y avait déjà donc une collègue AVS qui accompagnait un gamin et en fait dans cette classe il y a 2 gamins accompagnés. Et la seconde collègue avait eu sa notification, elle était là depuis le début de l'année, mais elle a eu sa notification d'agir que 15 jours après la rentrée. Et il s'avère qu'elle est arrivée dans la classe ce jour-là. Bon, elle connaissait déjà le gamin, elle avait travaillé avec lui déjà. Mais du coup, j'étais à côté de la prof et la prof me dit « Mais qui c'est cette dame au fond de la classe ?» Et là, je me suis dit, j'ai tilté, j'ai dit « J'ai envoyé un mail à toute l'équipe quand même. » Voilà, mais voilà, j'ai envoyé un mail à toute l'équipe. Après, le mail a-t-il été lu, quoi. C'est un prof de quoi, ça?
C'était la prof d'art appliqué. En plus. Ouais. Donc en plus, tu vois, sur des problèmes de multidis, c'est quand même vachement important qu'elle soit un petit peu au courant, quoi. Donc elle savait qu'il y avait un AVS, elle savait qu'il allait intervenir dans la classe, mais le jour où l'AVS arrive dans la classe, il s'avère que je suis là pour une intervention et que là, elle me dit, mais c'est qui la dame au fond de la classe Voilà. Donc en fait, le problème c'est que tu vois, par exemple, quand on fait la réunion qui se fait en dehors de mon bureau, hein, là, on est sur la réunion d'équipe où on présente l'AVS à l'équipe de profs, tu as toujours des profs qui ne vont pas être là. Soit parce que leur emploi du temps ne leur permette pas, soit parce que ce jour-là ils sont sur un autre bahut. Et ça crée des petits... Alors, tu as l'impression que c'est un petit dysfonctionnement sur le temps T, mais en fait, dans la classe, ça peut générer vraiment des troubles, quoi. Et là, effectivement, tu te dis, le collègue qui est là face à la classe entière, ils vont se retourner les uns après les autres et tout. Donc, tu vois, là, j'ai été là, donc j'ai embrayé, j'ai dit, ben voilà, je vous présente, qui démarre voilà, avec l'accompagnement de Hamza, mais vous la connaissez, elle était déjà là l'année dernière. Mais il y avait des gamins nouveaux dans la classe, tu vois, parce qu'il y a une refonte. Si maintenant on a la seconde commune là en mécanique, donc en première, du coup, il y a des nouveaux groupes de classe, quoi. Donc il y a des gamins qui la connaissaient pas. Et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper complexe de mettre en place un filet, tu vois, bien étroit, pour que le maillage soit complet, quoi, finalement. Il y a eu le mail, il y a eu la présentation à l'équipe, il y a eu, je crois même que le proviseur fait un mail aussi, lui, tu vois, à l'équipe, en plus du mien. Donc, enfin, dire... de l'info, il y en a. Mais après, est-ce qu'elle est pertinente? C'est une autre question, du coup, quoi. Et justement, si dans cette fameuse, les 2 journées ou la journée de pré-rentrée, est-ce que si on suppose que les AESH font partie de l'équipe pédagogique, est-ce qu'ils ne pourraient pas être dignement invités à cette réunion-là? En fait, le jour de pré-rentrée, ils sont là, si tu veux. Les profs, les AESH sont là le jour de la pré-rentrée, ils sont présentés au même titre que tous les autres personnels. Et par contre, le jour de la pré-rentrée, on ne sait jamais à quel élève ils sont rattachés. C'est moins grave. Ouais. Ben, c'est embêtant parce qu'on pourrait profiter justement de ces journées-là de pré-rentrée où on bosse en équipe, justement pour dire, ben voilà, il va être sur le suivi de tel élève. Et du coup, tu vois déjà, les collègues, ils t'ont vu, ils t'ont repéré. Ça évite le genre de quoi que je te racontais juste avant. Quoi. C'est des petites choses, mais je dis que si les AESH, ils peuvent être fixés à la rentrée exactement de l'élève qui a fait quel est l'élève qui vont suivre, à mon avis quand même ça serait facilitateur, quoi. Parce qu'on peut travailler du coup en amont aussi, tu vois, avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on met en place, voilà. Oui, c'est sûr que ça pourrait être quand même beaucoup plus efficace. On gagnerait du temps, quoi. Ça serait efficient quand même, oui, et puis un peu respectueux des gens qui font ce travail. Carrément, ouais. Nous, c'est le lundi. Ouais. C'est pas le vendredi avant, c'est le lundi à 8h. Le jour des élèves. Et puis si l'élève il est en 3e et que la 3e à la rentrée elle se fait à 11h, ben, tu passes de 8h à 11h à attendre que l'heure arrive. D'accord. Je vais peut-être mettre à profit, on va pas se donner. Juste. Mais ça c'est super intéressant. Moi je vais vraiment. Alors je pense que je faisais des choses déjà en partage si tu veux, mais moi du coup ça va me permettre aussi d'améliorer les choses, quoi. Mais si tu donnes un effet regard, feedback sur tes 8 premières années, quoique quoi. Clairement, ça n'a rien à voir. Les 8 premières années, les 7 suivantes, là, ça n'a rien à voir, très clairement. Mais parce que aussi, on m'a permis d'investir les choses autrement. C'est-à-dire que j'avais une meilleure connaissance de la pathologie, carrément, de l'enseignant référent. L'enseignant référent. Donc
Oui. Qui sont les prescripteurs? C'est ça une de mes questions, une de mes problématiques à moi. C'est qui est véritablement le prescripteur? Pour dire que ça dysfonctionne, tout le monde peut le dire ou pleurer. Oui, parce que finalement, tout le monde dit, ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, exactement. Parce que si on ne connaît pas tes besoins et qu'on ne s'intéresse pas, ben, voilà, c'est pas toi. Hein. C'est la bande de la famille pas moi. Ah oui, mais c'est clair, c'est ça. C'est pas moi, c'est lui. C'est exactement ça. Il y avait un des titres là de ton acte qui portait, c'était Panou Panou, la bande des Panou Panou, c'est ça? Mais du coup, tu vois, moi, ça va me libérer un peu des fois de ces conseils que j'en m'empêchais de faire, en me disant, ben, quittez toi pour lui donner ce conseil. Enfin, tu vois, parce que je me disais, mais parce que moi aussi, tu vois, avant d'être CPE, j'ai été surveillante, j'ai pas oublié d'où je viens, quoi. Et du coup, voilà, je voulais pas passer pour une donneuse de leçons, parce que c'est pas comme ça du tout que je fonctionne, mais des fois, juste donner des conseils, je me l'interdisais en me disant, non, mais il doit le savoir, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Il doit le savoir. Et puis moi, je me suis toujours interdite de juger mes collègues AVS, quoi. Enfin, pour moi, c'était un collègue, j'ai pas jugé les collègues, quoi. Enfin, ne serait-ce que le mot collègue, il n'est pas fréquent à notre échelle. Bah ouais. Ouais, je me souviens avoir travaillé avec une AVS, notamment Romain Roland, qui avait été en grande difficulté avec un élève. Et je me souviens l'avoir vraiment soutenue, parce que c'était compliqué, quoi. Le gamin ne voulait pas qu'elle soit là, il était grossier avec elle, enfin ça avait été très très compliqué. Je me souviens d'avoir fait plusieurs médiations. Et tu vois, et m'être même posé la question à ce moment-là, en me disant, est-ce que c'est à moi de faire ça, quoi? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Enfin, tu vois, je le faisais parce que pour moi, je ne pouvais pas laisser la collègue en difficulté, mais quand même, si je me souviens bien, en me disant au fond de moi, ça ne devrait pas être à moi de le faire, tu vois. Auquel cas à qui? Mais parce que j'étais persuadée, moi, que vous étiez chapeauté par le service des enseignants référents, de la NDPH et tout ça, quoi. Pour moi, c'était clair, quoi. Pour moi, vous étiez sélectionnés, vous étiez des gens qui avaient quand même, tu vois, une vision et du handicap et de l'élève quand même assez pointue, même plus que moi, tu vois. Enfin, sur certains points, je me disais, ils sont plus compétents que moi, quoi. Voilà, en fait, c'est ça que je me disais. Ils sont les spécialistes de l'accompagnement du handicap. Jamais j'aurais imaginé que c'était... ça fonctionnait comme ça, quoi. C'est une grande découverte, là, pour moi. Que je vais partager à ma collègue. Je pense qu'il a compris que si je lui dis ça, c'est que... Mais du coup, c'est l'enfant plus jeune comme ici, il n'a pas dit quoi. Non, non, par contre, dès que j'ai un truc qui est bon, moi qui est bon, c'est que mon fils était. Qu'est-ce que tu veux voir? Sans faire crier comme ça. Non, j'ai dit souvent, on a déjà fait ça. Dans la tête, j'ai dit c'est bon. En plus, il a dit qu'il aimait me faire là. Et donc, hormis la position du CPE, la position de l'encadrement, la position de l'équipe pédagogique, on a vu que tout ça, il y avait une espèce de prise de conscience qui se faisait. Et au vu du fait qu'on voit que des choses qui étaient supposées acquises ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en tout cas, je vais modifier certaines choses dans ma pratique. Je vais diffuser autour de moi les informations que j'ai pu glaner aujourd'hui. Et puis, je pense que je vais construire de manière un peu plus, pas protocolaire, mais de manière un peu plus cadrée, on va dire. Du coup, les entretiens, tu vois, que je fais de manière assez informelle avec mes collègues AVS, du coup, peut-être
dans une échelle de temps, par exemple, je vais les rendre, pas de manière obligatoire, mais peut-être les multiplier, enfin, tu vois, en faire davantage. Parce que moi, j'avais l'impression que, en fait, c'était du bonus ce que je faisais, tu vois. J'avais pas l'impression que finalement, ça pouvait être la base de quelque chose, quoi. Donc, après, ça se fait assez régulièrement parce que je suis amenée à communiquer régulièrement avec les deux collègues, là, en l'occurrence. Donc, tu vois, je pense qu'au moins une fois par semaine, on a un échange de manière informelle, quoi. Et puis, on va dire tous les 15 jours, voilà, je vois qu'elle est dispo, je dis est-ce que tu peux venir, on se pose et là on fait le point, qu'est-ce qui a marché sur la dernière période, là, qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ça, on va dire qu'on le fait de manière un peu plus cadrée. Mais pour moi, c'était plus, tu vois, sur de l'échange de pratique ou quelque chose d'informel, quoi. C'était pas du tout quelque chose que je devais faire, quoi. Voilà. Je le fais parce que pour moi c'est essentiel pour le bien-être du gamin en question, mais du coup, je sais qu'il y a plein de collègues qui ne fonctionnent pas comme moi, donc il y a plein de collègues AVS qui doivent être complètement seuls dans leur établissement, du coup. C'est une prise de conscience? Alors, je le savais parce que je discute avec mes collègues AVS et qu'ils n'ont pas toujours été dans cet établissement, donc ils me disent que voilà, qu'ils sont contents, qu'on les investit dans le suivi, qu'ils ont des infos, qu'on leur demande leur avis, voilà. Donc ça, si tu veux, je l'avais mesuré, mais j'avais pas mesuré à quel point effectivement, du coup, les choses pouvaient être compliquées, extrêmement compliquées, du coup, j'imagine. Ah oui, par contre, ça, c'est dans le vif du sujet. Là. Ah là, c'est dans le vif du sujet. Là, c'est dans la vente pure. Là, c'est dans la vraie vente. Je dirais que ça, c'est la phase constat. Ouais. Et la phase prospective. Alors, je vais rien changer à la phase d'accueil, parce que je trouve que c'est une formule qui fonctionne bien et qui a l'air de convenir tant à l'AVS qu'à l'élève, à la famille et puis bien sûr à moi aussi avec mon regard de CPE. Voilà, je trouve que ça c'est assez efficient comme fonctionnement. Par contre, du coup, je vais m'interroger sur, tu vois, la communication avec l'équipe. Alors, bon, j'ai envoyé un mail à l'équipe en disant, voilà, il y a un AVS pour le suivi de tel élève. Il arrivera dans la classe à partir de telle date. Je me dis qu'il va peut-être falloir que les choses se fassent autrement. C'est-à-dire peut-être que la première semaine, finalement, que je sois presque en accompagnement du collègue ou de la collègue pour le présenter chaque fois au nouveau prof dans la classe, quoi. Ouais, ça me semble être intéressant, peut-être à creuser comme piste. Parce que finalement, je peux être l'espèce de lien, on va dire. Ouais. Je peux être le fil rouge que j'assume d'ailleurs quand on fait des dispositifs de remobilisation, qu'on a différents intervenants qui viennent. On avait bien mesuré que c'était super important qu'il y ait un fil rouge à un moment donné, quoi. Donc, mais tu vois, moi, pour moi, le fil rouge, il existait intrinsèquement, quoi. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il n'existe pas, quoi. Après, ça va aussi dépendre de la personnalité du collègue qui va investir son rôle d'AVS, je pense. Pour ne rien te cacher, je travaillais quand même avec pas mal d'entre eux et parfois on a des collègues qui sont pas dans le refus mais qui sont assez fuyants face à l'échange, alors peut-être parce qu'ils ont eu des expériences auparavant qui les ont refroidis et que du coup et puis parfois parce qu'on a quand même aussi des fois des profils particulièrement chaotiques. Je me souviens d'un ou deux. Sur la posture et tout, c'était compliqué, quoi. Fallait. Et là, c'était carrément gênant. C'est-à-dire qu'ils avaient une posture qui n'était pas correcte, quoi.
vis-à-vis de l'élève notamment. On peut en donner un petit exemple. Oui, je me souviens d'un AVS qui effectivement, enfin, à mon sens, n'avait pas du tout investi l'aspect suivi de l'élève dans sa globalité. C'est-à-dire il était là, il servait de stylo. Si l'élève lui disait tu prends pas de notes, il prenait pas de notes. Et donc il était là. Voilà. Il était assis à côté de lui, mais du coup, ça n'a rien apporté à l'élève. Mais maintenant, je mesure que finalement, peut-être que on lui avait dit qu'il fallait qu'il fasse ce que l'élève lui disait. J'en sais rien, du coup. Là, tu as semé la zizanie dans ma tête. Hein. Ben oui, parce que... C'est pas objectif, mais c'est une triste réalité. Hein. Après, c'était quand même un personnage particulier. Enfin, même je suis quelqu'un d'assez avenant, tu vois, de facile, je pense, dans la communication et dans le lien social. Et ce monsieur, il était toujours fuyant, quoi, voilà. Mais peut-être parce qu'il avait eu des expériences qui... Ça a été rabroué par le ben prof, oui, que personne ne t'a dit où aller manger, ben où oui, aller pisser. C'est ça, c'est sûr que ça met pas les choses... Qu'en plus, les gamins, ils ne te veulent pas. Moi, j'ai eu des gamins qui m'ont fait ça. Hein. Alors ça, tu vois, oui, ça met comme ça. la première fois que ça s'est présenté, donc c'était à Romain-Rolland, dans la situation dont je te parlais, il était même violent, vulgaire et tout dans ses propos. Là, donc, on a accompagné la collègue là-dessus, on a fait des entretiens avec le gamin et tout ça, mais j'ai envie de te dire, là, c'était déjà trop tard. Et c'est pour ça que moi, les entretiens, vraiment au tout début, le premier entretien où l'AVS et l'élève se rencontrent, il a lieu dans mon bureau. Et l'idée, c'est de présenter l'AVS comme... la personne qui va venir pour l'aider, pour le faire progresser. Et je vais te dire, même quand le gamin, il m'avait dit par téléphone, non mais je veux pas de l'AVS, ou il avait dit lors de la précédente équipe de suivi qu'il n'en voulait plus, et bien quand tu présentes les choses comme ça change tout, quoi. Ça change tout. Puis du coup, là, il y a une vraie rencontre humaine aussi qui se fait. Alors que quand tu es au milieu d'une classe avec 30 gamins autour, la rencontre humaine n'existe pas, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? On va dire que je suis handicapée, enfin, clairement. L'aspect stigmatisation, il est violent pour le gamin. Donc, ouais. Et pour l'AVS, j'imagine aussi. Peut-être. Mais oui, carrément, oui. Oui, mais oui. Ouais. Entre parenthèses, c'est ce qui m'a fait faire la 3e version sur laquelle je travaille de l'AVS. D'accord. Ce que j'appelle l'effet miroir. Ouais. Et oui, mais je comprends. Parce que derrière, il renvoie aussi... En effet miroir, il renvoie aussi à un adulte, voire le prof, dans sa position. Qu'est-ce que c'est qu'un malade? Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Et tu n'as pas nécessairement dans ta vie de tous les jours, dans ton aspect citoyen, un regard particulier sur un malaise social. Et tu vois, je revois la scène de la collègue l'autre jour qui dit « Mais c'est qui cette dame au fond ?» Et là, elle ne l'a pas entendu, tu vois, la collègue. Et je me suis dit, heureusement, elle ne l'a pas entendu, quoi. Parce qu'effectivement, je trouvais ça presque impoli de sa part, tu vois, de dire ça, quoi. Enfin, ouais, c'était impoli, quoi. Mais t'es qui, toi, au fond, quoi? Ça voulait dire ça. Enfin, c'est un adulte qui est là, enfin, je veux dire, c'est quand même pas courant qu'un adulte arrive de l'extérieur comme ça dans une classe. Enfin, tu vois, c'est... Donc, si elle est là, c'est qu'il y a bien une raison, quoi. Mais à la fois, la raison, elle lui avait pas été explicitée, pas suffisamment clairement. Ouais. Donc il va falloir s'interroger sur la façon dont les choses sont explicitées à l'équipe. Hein. Moi je pense que ça c'est hyper important du coup. Hein. Parce que l'entretien ça pour moi on peut pas, enfin, c'est hyper important. Ensuite il y a effectivement l'équipe. Donc moi je pense que je ferai ça, tu vois maintenant. C'est-à-dire que la première semaine je serai disponible pour que l'AVS pénètre dans la classe toujours avec moi et que je puisse aller le présenter au prof, de manière physique, quoi. Ouais, ça me semble intéressant comme piste à explorer. Et après, alors ça là-dessus, je ne changerai pas parce que moi, je suis calée vraiment sur le besoin, enfin, le désir de la famille, sur l'aspect, est-ce que vous voulez qu'on intervienne dans la classe pour parler du handicap de votre enfant. Alors, on l'envisage... nous, en lycée professionnel, le mot handicap, il ne pose pas souci. Tu vois,
Et ce que je te disais tout à l'heure, la tolérance est telle que, voilà, c'est pas un souci, quoi. C'est pas un souci. Et puis après, ça dépend comment on présente le mot handicap aussi. Voilà. Donc, quand tu l'introduis juste comme la richesse est dans nos différences, déjà, tu vois, ça fait écho aux gamins autrement, quoi, on va dire. C'est un handicapé, ça va être différent, quoi. Dans le subconscient des ados, on va dire. Voilà. Les adultes aussi, hein. Et des adultes. Mais finalement, je pense que la difficulté va être plus du côté des adultes que du côté des ados. Hein. J'ai pas entendu un ado dire ah mais il est gogol, il a quelqu'un qui doit venir le suivre ou l'aider. J'ai jamais entendu ça dans les classes. Je ne l'ai jamais entendu de la part de l'adultes, mais je pense que l'adulte, effectivement, tu as raison, il n'est pas forcément à l'aise avec la différence. Et notamment quand elle est posée comme un handicap, ouais, clairement. Ouais. Enfin, moi, je le sais, hein, j'ai un enfant qui est polyallergique alimentaire, donc si tu veux, les PAI et tout ça, j'ai eu à en signer. Il a été refusé dans des cantines scolaires. Au début, on était à Nîmes, alors qu'il était marqué clairement dans les tests qu'ils étaient obligés de les accueillir. Hein. Ou alors il était mis tout seul sur une table au fond de la cantine, enfin des choses violentes, quoi. Voilà, alors peut-être que moi j'ai intégré le handicap et la maladie différemment dans ma vie aussi, tu vois, ça dépend tellement du parcours de vie de chacun aussi, mais voilà, après le travail sur la différence, je crois que dans notre société, on ne peut pas en faire l'économie. Ah oui, il y avait 3 heures. D'autant que les AVS, des fois, ils ont un rôle, je trouve, assez pacificateur dans une classe. C'est un adulte en plus, c'est un regard en plus. C'est souvent un regard bienveillant d'ailleurs sur l'ensemble des gamins. Donc du coup, je pense que ça apporte quelque chose de positif sur un groupe. Alors, l'enfant handicapé dans le groupe, ça j'en suis persuadée. Hein. J'ai fait de nombreuses colonies de vacances qui intégraient des enfants trisomiques, tu vois, donc ça, pour moi, c'est clair, quoi, dans ma tête, mais je pense qu'il y a sans doute encore beaucoup d'adultes qui l'ont pas intégré, ça, que le handicap peut apporter quelque chose à un groupe, quoi. Et on va pré-clôturer cet entretien puisque là on voit un peu les dysfonctionnements à la fois structurels, organiques, voire fonctionnels, mais bon voilà. Si on regarde vers le futur, avec cet AESH qui arrive, supposons qu'on soit à la rentrée de septembre 2019-2020, donc 2020-2021, il va y avoir un nouvel AVS qui va arriver. Alors, Quoique. S'il y en a, un nouveau, de toute façon, qu'il soit nouveau ou pas, j'ai envie de te dire, il va forcément y avoir des nouveaux dans l'équipe. Le nouveau. Le nouveau. Tout frais moulu, du premier recrutement. En général, quand il y a un AVS qui se présente dans le bureau du secrétariat du proviseur, on nous appelle, nous les CPE, pour nous dire, ben voilà, il y a le nouvel AVS qui est là, donc on l'accueille, nous. En fait, on va le chercher, on l'accueille, on s'entretient avec lui, j'ai envie de dire de manière assez informelle, c'est l'accueil chaleureux, voilà. Tu arrives dans une nouvelle maison, quoi, et on va bosser ensemble. Donc ça, c'est la première phase informelle. Ensuite, la deuxième phase, c'est effectivement la réunion de pré-rentrée, où on peut leur proposer d'être là. Après, ils sont, je ne sais pas si dans les textes, ils commencent au 1er septembre ou pas. Donc, et nous, par exemple, les surveillants ne sont pas censés être là le 30 ou le 31 août, mais on les invite à venir et ils sont toujours là. Et après, on s'arrange en leur aidant le temps de travail qu'ils auront fait cette journée-là. Mais ça, on le fait un peu, on n'est pas forcément dans les clous en le faisant, mais après, on peut toujours s'arranger. Voilà. Mais pour nous, ça semble tellement important. Donc, effectivement, la pré-rentrée, ce jour-là, le présenter à toute l'équipe, que les collègues le voient. Et puis, l'idéal, c'est qu'il soit déjà rattaché, effectivement, à un gamin. Puisqu'après, lors de ces journées, il y a des travaux qui sont effectués par équipe pédagogique.
Donc déjà, il peut se rapprocher de l'équipe. L'idéal, ça serait qu'on ait le GVASCO, un outil d'accompagnement déjà à ce moment-là. Parce que ça peut être un nouvel élève qui arrive avec donc du coup une nouvelle pathologie à accompagner, on va dire. Et puis après, donc, moi j'aime bien sur le plan personnel quand j'ai une nouvelle pathologie à accompagner. Par exemple l'autisme, je m'y étais intéressée mais de manière personnelle, mais j'en avais jamais eu dans un établissement scolaire. Donc quand j'ai su qu'il y avait un gamin qui était autiste qui arrivait, ben, j'ai essayé de m'auto-former, on va dire, sur comment on peut prendre en charge ces gamins dans un groupe, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce que lui peut apporter au groupe, enfin tu vois, et après voilà, faire des préconisations du coup à l'équipe enseignante. Donc il y aura tout ce qui sera issu du GVASCO, puis après peut-être les préconisations que nous, enfin moi en tout cas en tant que CPE, je vais pouvoir trouver intéressantes à réinvestir. Donc après, alors si je peux le faire, hein, dans l'idéal, je reçois l'AVS, les parents et le gamin, donc avant le premier jour de classe, ou très vite, enfin dans la première semaine, quoi. En tout cas, avant l'entrée en scène de l'AVS, ça c'est clair. Voilà. Une fois que cet entretien est fait, il va peut-être y avoir des nouveaux éléments qui vont sortir. Donc il va falloir que là je fais un petit document en général pour les collègues avec donc le nom de l'élève, la classe. Là c'est un écrit. Hein. Qu'est-ce qu'il va falloir accompagner en termes de pathologie. Et puis ben voilà les pistes qu'on peut mettre en place. En général, l'infirmière, elle le fait de son côté. Je me dis que ça peut être intéressant qu'on fasse un document commun, peut-être. Parce que c'est vrai que les enseignants, s'ils ont 36 000 documents à ouvrir, ça va les gonfler, je pense. Donc, faire un petit document commun, ça peut être pas mal, je pense. Ouais. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ce document, donc la transmission, comment je le transmets à l'équipe donc, alors ce document papier, en général, c'est un document papier et je ne le transmets pas par mail, je le transmets toujours dans le casier directement. Et je mets un petit mail en disant que je leur ai déposé un document important dans le casier concernant tel élève. Voilà. Et puis, idéalement, il faudrait qu'il y ait, au bout d'une semaine ou 10 jours de fonctionnement, il faudrait qu'il y ait l'équipe éducative qui ait lieu avec toute l'équipe de profs de la classe. Et puis que là, on échange sur les premiers jours, là, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qu'on met en place de manière systématique, qu'est-ce qu'on met en place de façon un peu plus personnelle suivant les matières. Je pense que aussi, tu vois, suivant les matières, on va pas activer les mêmes ressorts. Hein. Et puis après, bon, moi, les élèves qui sont suivis, je les vois, mais très souvent, hein, je les vois 2 fois par semaine. Hein. Et c'est jamais de manière formelle. Hein. C'est toujours comme je le fais avec les autres. Comment ça va? Est-ce que ça se passe bien? Tu sais que tu peux venir si tu as des difficultés. Et en fait, je me rends compte qu'en général, les gamins qui sont suivis, j'ai un banc qui est devant mon bureau. Et dans le temps de libre, ils sont toujours là. Voilà. Ils savent qu'ils sont là, ils sont en sécurité. Voilà. C'est rigolo, hein? Mais autant le petit autiste qu'un précédent autiste qu'on a eu, un autre gamin aussi là qui est suivi. Je sais qu'à la récré, ils vont forcément me passer devant à un moment donné. C'est pas du hasard. Voilà. Parce que je bouge beaucoup. Donc ils savent où je suis plus ou moins pendant les récrés et hop, ils vont me passer devant. Je vais l'accrocher. Comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Et ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? Et on palpe l'état d'esprit du gamin là, à ce moment-là. Voilà. Et si je sens qu'il est fatigué, qu'il va pas bien, je dirais après la récré, tu passes me voir, tu m'attends devant mon bureau et puis ou tu restes là après la récré quand ça sonne, tu montes pas, on va se voir. Voilà. Mais ça, tu vois par exemple Thomas, le petit autiste là, entre midi et 2, il va souvent se reposer à l'infirmerie parce qu'il a besoin de calme. Et il sait qu'à 1h30, quand ça sonne, systématiquement, je suis au carrefour de couloir, juste devant l'infirmerie. Et chaque fois, il va venir me faire, me dire un petit mot. Et puis moi, je guette aussi. Je sais qu'il va sortir. Voilà.
Et là, tu vois, mardi, il est sorti hier et j'ai trouvé qu'il était fatigué. En fait, il s'était vraiment endormi. D'habitude, il ne s'endort pas, juste il se repose, il écoute de la musique. Et là, il avait la trace des draps. Je me suis dit, tu as dormi, Thomas? Il me dit non, je lui dis si, je crois que tu as bien dormi. Tu es fatigué en ce moment? Il me dit oui, je suis fatigué. Et donc j'ai vu son AVS après qui m'a dit que c'était compliqué dans la classe, qu'il y avait beaucoup de bruit, voilà, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je vois l'AVS, il est fatigué, quoi. Donc ça, c'est un aspect de la communication informelle qui est hyper important, qui est tout aussi important pour moi que le reste, que tout ce qu'on va mettre en place en termes de fonctionnement, d'outils, ouais. Sur le suivi, enfin de toute façon, pour moi, c'est le suivi de l'élève. Ces temps informels, pour moi, ils sont extrêmement importants. Ouais. Parce que je crois qu'on construit vraiment une relation dans ces moments-là, quoi. Pour conclure cette fois-ci notre entretien, Ouais. Je reviens sur mon AVS nouveau qui vient d'arriver, Ouais. qui est bombardé pour la première fois de sa vie dans l'institution, pas nécessairement dans Camus avec l'accueil générique Ouais. et bienveillant qui est mis en place, mais probablement dans un des bahuts d'il y a 8 ans. Ouais. Qu'est-ce que contact AVS, contact AESH, puisque l'AVS est mort, donc contact AESH. En partant de En partant de l'hypothèse, l'expérience que tu as vécue, nanana, mais hop, on quitte le Rému, on Et on va retourne ailleurs. dans ce type de bahut, voilà, et j'ai un AVS complètement nouveau. Là, du coup, je vais te dire, je vais investir les choses totalement différemment et de manière peut-être plus complète, ouais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vais bon, déjà l'aspect chaleureux de l'accueil, on va dire, ça c'est la base. Ensuite, se poser autour effectivement de ce qui se connaît de l'enfant qui va accompagner, de sa pathologie. Éventuellement mettre en place ensemble peut-être un protocole de suivi en fonction de ce qu'il saura ou pas. Moi, sans doute aussi être amenée à faire des recherches sur des expériences déjà connues sur une pathologie que moi je ne connaîtrais pas, parce qu'il se peut que l'année prochaine je sois effectivement confrontée face à une situation que j'ai jamais gérée. Donc ça, et puis après il faut, je changerai rien au fait de l'entretien, puisque là c'est dans mon bureau, donc voilà, ça se ferait. Je renforcerai peut-être l'aspect lien avec l'équipe enseignante, parce que je pense que la difficulté majeure de l'AVS, elle est là. Si on part du principe qu'il y a une connaissance de la pathologie, qu'on a les pistes, on va dire, de fonctionnement et les outils, après, je pense qu'effectivement, une des grosses difficultés de l'AVS, ça doit être effectivement en classe, le regard de l'enseignant, en fait. Comment il est mis en lumière par l'enseignant. Et ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec l'équipe enseignante, quoi. Qu'est-ce que l'enseignant doit attendre de vous? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Ce que vous n'êtes pas censé faire aussi, parce que je pense que ça aura le mérite d'être éclairci, parce que je pense que autant moi j'ai quand même une connaissance, même si elle n'est pas hyper détaillée de vos champs d'action, autant je pense que les enseignants, ils en ont aucun, ou très peu, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un axe majeur de travail, hein, l'équipe enseignante et l'AVS. Et puis après, comment on met en place le suivi. Donc ça, je pense que peut-être mettre quelque chose en place avec le professeur principal. Tu vois, là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Je pense que ça peut être une piste intéressante aussi. Quand, par exemple, je fais les entretiens, moi, avec les AVS, c'est vrai que j'invite pas forcément le PP, je lui fais un retour après. Mais pas parce que je ne veux pas l'investir en même temps, c'est que je me dis que ça va être encore un truc pour le PP en plus, quoi. Voilà. Mais à la fois,
pour le collègue AVS, c'est hyper important d'avoir ce lien-là, quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal ça. Ouais, tu vois, en parlant, je réfléchis à ça. Je me dis que ça peut être pas mal, aller une fois par mois, de se dire, on fait un point avec l'AVS et le prof principal, quoi. Je vais le mettre en place d'ailleurs. Ouais. En tout cas, je l'inviterai à venir. Après, il viendra pas, mais je l'inviterai. Ouais. Parce que je pense que le prof principal, il a un rôle aussi à jouer, hein, dans ce lien. Hein. Moi, je peux être le fil rouge à un moment donné, mais je peux pas être tout le temps et partout. Voilà. Je suis souvent appelée sur des situations en urgence où je vais être en rendez-vous, tu vois. Donc je ne pourrais pas être tout le temps disponible. Donc il faut qu'on puisse être au moins deux, effectivement, facilitateurs, on va dire, d'intégration pour la VSE. Qu'est-ce que tu penses de ce protocole? C'est déjà... Il y a beaucoup de mieux. Hein. Il y a beaucoup de mieux. Je vais quand même rester sur ma dernière question. Oui. Juste pour... Là, c'est la conclusion. Ouais. Mon AESH préféré... J'ai oublié un truc oui. dans le protocole Oui. que je fais de manière informelle, donc pour moi c'est intégré. Mais les parents, je les vois souvent, presque tous les soirs à la sortie du lycée. Ouais. Tu vois encore l'autre soir, le papa de Thomas, hier soir, je sortais de la navette des internes, il me dit, mais en fait vous avez toujours le sourire. Et vous allez toujours bien, il m'a dit. Et Thomas, c'est un truc qui l'apaise. C'est qu'il va venir vers moi. Voilà. Donc ça, évidemment, le lien avec les parents, quoi. Il est évident. Les AVS au lycée, c'est Catherine et Faiza. Et pour les parents, c'est Catherine et Faiza. Enfin, tu vois, ça en dit long. Voilà. C'est pas l'AVS, quoi. Donc, ma dernière question, mon fameux AVS, quand tu es dans la question, soit l'accueil chaleureux, Ouais. soit qu'est-ce qu'il connaît de la pathologie de l'enfant. Ouais. Et donc là, je me dis, mon AVS tout nouveau, tout frais, Il en mon connaît rien. AVSH, il connaît rien. Alors, comment te dire? J'espère que j'aurai eu le GVASCO entre les mains, qui m'en aura dit plus. Hein, donc c'est pour ça que je te disais, il faut... Cet outil, je pense qu'il est vraiment essentiel, quoi. Pour nous, c'est... et en règle générale, au moment des inscriptions, je pense que c'est un moment très important aussi. Enfin, alors, du coup, tu m'as dit, tu te désaxes, tu te mets dans un établissement où ça dysfonctionne. Mais moi, en tant que CPE, je suis sur la ligne des inscriptions. Et quand j'ai un des surveillants qui inscrit... un élève parce qu'on me pose la question, est-ce que votre enfant a une pathologie particulière, et que le parent dit il y a une pathologie particulière, c'est moi qui le vois systématiquement. Et là, à ce moment-là, je pose quand même quelques questions, effectivement, parce que ça va me permettre peut-être dans la constitution des classes aussi d'être plus vigilante, tu vois. Si par exemple on a chaque année, on a quand même pas mal d'enfants qui sont 10, et on s'est aperçu que c'est plus facile pour les enseignants d'avoir un petit groupe de 10 pour travailler, pour créer des outils, voilà. Ça aussi c'est pareil, ça va dépendre des bahuts. Il y a des bahuts où on va te dire non, on va pas tous les mettre ensemble. Et à la fois, on s'est rendu compte que pour faire progresser les gamins, ça peut être positif qu'ils soient dans une classe, parce que les profs, ils savent qu'ils en ont par exemple une dizaine dans la classe, ils vont mettre plus en œuvre des choses pour les aider que s'il y en a un qui est dans son coin. Enfin voilà. Bon, mais ça c'est pareil, hein, ça dépend des politiques, quoi, qui sont mises en place dans l'établissement. Mais du coup, moi, le jour de l'inscription, donc au mois de juin, je sais quel est le gamin qui a une pathologie, et du coup je vais poser des questions aux parents, voilà, sur qu'est-ce qui a comme prise en charge, qu'est-ce qui a déjà été fait scolairement pour son suivi. Je vais souvent me mettre en lien avec la CPE de l'établissement de Vivien, hein, du coup aussi, pour voir un peu voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté, et en classe et dans le groupe. Et ça nous permet quand même de gagner vachement de temps, hein, quand le gamin arrive.
Donc ça, j'ai envie de te dire que l'établissement fonctionne ou ne fonctionne pas. Là, c'est mon fonctionnement de CPE, donc ça, je peux tout à fait le faire. Mais je sais que c'est difficile, mais je reviens sur mon AVS. Oui. Je découvre que le pauvre diable... Mais du coup, comme j'ai toutes ces infos, moi, en amont, je vais pouvoir les lui transmettre quand je l'accueille. Et alors, c'est quoi? Moi, j'arrive et j'apprends que... Donc je vais lui expliquer que donc, David, il va prendre en charge. dyslexique, Voilà. trop fort. Donc il va prendre en charge un enfant dyslexique. Alors moi j'ai des outils pour l'aider. J'ai un super guide qui s'appelle Guide de survie de l'élève dyslexique au lycée. J'ai eu la chance d'avoir un de mes fils qui est multi-10, donc ça m'a permis de creuser la question. Et du coup, j'ai envie de dire, j'ai des outils à lui proposer. Il y a des outils et puis après il y a sur le relationnel, comment on fait, comment on rentre en contact. Donc là je peux lui aussi, donc j'ai des outils à lui donner mais vraiment physiquement, et puis après j'ai des sites à lui conseiller aussi pour qu'il puisse creuser un peu la question avant de rencontrer le gamin. Et puis après je suis disponible face à son questionnement. On cherche souvent des pistes ensemble, hein. Enfin, comme je le fais avec les profs, hein. Quand on est face à une situation d'élève qui nous questionne, on se questionne ensemble, on recherche des pistes ensemble. Donc là, sur ce fonctionnement, pour moi, l'AVS ou le prof, c'est pareil, quoi. Donc voilà, je lui dis clairement que je suis là pour l'aider, que je peux l'accompagner, autant sur le plan organisationnel que sur le plan... Sur les outils, sur le fond, quoi, on va dire. Voilà. Notamment, par exemple, tu vois, souvent on se rend compte quand les enseignants référents viennent, là, ils nous parlent d'un tas d'outils, là, tu vois, de la réglette, de Dragon. Enfin, alors moi, tout ça, je le connais, mais en fait, je me rends compte effectivement que des fois, les collègues, ils ne connaissent pas. Et que pour prendre en main ce genre de logiciel, il ne faut pas juste 2 secondes, quoi, avant le premier cours de l'élève, quoi. Enfin, voilà, ça demande du temps. Donc voilà, moi je me rends disponible, mais ça j'ai envie de dire, je le fais de manière naturelle avec tous les collègues avec qui je travaille. Donc, mais effectivement, c'est intéressant de l'inscrire dans un protocole, parce que c'est pas forcément dans le fonctionnement naturel de tout le monde. Ouais, se rendre disponible. Après, donc effectivement, poser peut-être des moments de rendez-vous de manière assez rythmée. Tu vois, je me dis qu'au début, une fois tous les 15 jours, c'est bien sur les 2 premiers mois. Et puis après, on peut espacer, quoi. On peut dire 1 fois par mois, ça me semble pas mal, quoi. Là, tu vois, Catherine, je l'ai vue déjà 2 fois là, depuis la rentrée, de manière un peu posée, quoi, dans mon bureau. On fait le point. On se dit, tiens, mais là, il y a un truc qui a cloché, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc, et puis après, moi, du coup, c'est moi qui vais être facilitateur. Tu vois, par exemple, ils étaient dans une salle trop exiguë, ils étaient 30. Bon, mais le prof, il lui est pas venu à l'idée que peut-être il pourrait aller dans une autre salle. Donc, c'est moi qui ai saisi l'adjointe en disant, voilà, sur tel cours avec tel prof, ça serait peut-être bien d'envisager une salle où il y ait des fenêtres, où on puisse respirer et où il n'y ait pas un sentiment d'oppression, quoi. Donc voilà, là, je suis sur de l'organisation et je fais le lien, on va dire, pour faciliter les choses, quoi. Parce que la collègue, elle était gênée, tu vois, d'aller saisir l'adjointe. Voilà. Alors que moi, je me disais, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il va voir Madame Pérez, tu peux lui demander. Sauf que, effectivement, le fonctionnement d'un d'autres bahuts, peut-être qu'elle aurait trouvé la porte fermée. Enfin, voilà. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Tu vois, elle était devant moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'adjointe. Et voilà, je lui ai dit, Madame Pérez, tel jour, telle heure, est-ce qu'on peut changer la salle, quoi. Tac, tac, elle l'a fait en 2 temps, c'était fait. Voilà. Donc, ouais, je me rends compte qu'en fait, le CPE, on a vraiment un rôle. C'est l'aiguillage, hein. Ouais. On a compris comment ça fonctionne. Ouais. On est l'aiguillage pour beaucoup de choses, hein, et après c'est ça la difficulté aussi. C'est ça la difficulté. Et c'est ça la difficulté que je t'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement l'aiguillage de plein de gens qu'il y a des moments où dans la posture professionnelle, on se dit qu'effectivement on est au milieu de tout ça et nous, notre... tu vois voilà.
Notre spécificité, c'est ça, c'est mettre de l'huile dans les rouages en fait, hein, dans l'engrenage. Et quand il y a une graine de sable, essayer de le faire sauter pour que ça se remette en marche, quoi. Donc, ah ouais, non, mais c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a tout à gagner à mettre en place un protocole clair, en fait. Hein. Ouais. La définition du cadre, j'y reviendrai, tu le liras dans mes mais innombrables écrits. Pour moi, il existait ce protocole, en fait, tu vois. Pour moi, il existait. Je vois bien qu'il n'existe pas. Ouais. Et en fait, je pense que dans le fonctionnement, tu vois, d'un établissement, c'est valable pour l'AVS et c'est valable pour tout un tas de professions. Nous, les CPE, on est un peu, tu vois, pareil. Hein, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Là, pour plein de collègues, on va être l'œil de Moscou. Pour d'autres, on va juste être là pour aligner les gamins. Enfin, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Quoi. Si on l'a pas défini, c'est toujours le même problème. Hein. Ben voilà. D'ailleurs, tu sais ce qu'on fait, nous? Mais je vais te donner une piste supplémentaire. Tous les mardis après-midi, on a une formation de jeunes profs stagiaires de l'ESP qui vient au lycée. Et ben nous, on intervient avec Hélène, ma collègue CPE, et on leur explique à quoi ça sert un CPE. Voilà. Tu sais que tu peux rajouter une ligne à ton arc là. Ben voilà. Tu vas avoir deux nouveaux invités. Hein. Ben oui, mais carrément. Ouais. Parce qu'ils vont tous être un jour ou un autre confrontés à un AESH qui va arriver et voilà, qui est ce nouvel acteur dans la classe, à quoi il sert, qu'est-ce que je peux partager avec lui, qu'est-ce que je peux lui donner comme prérogative dans ma classe, bien sûr. Ouais. Non, mais ça c'est... Mais même dans le cadre de l'ESP, enfin, tu vois, je me dis, ça manque ça, clairement, quoi. Et à la fois, c'est ce que ça a été notre phase de conclusion avec Hélène hier sur la formation des jeunes stagiaires. On leur a dit, vous trouverez autant de postures professionnelles que de CPE. Voilà. Oui, mais carrément. Voilà, donc, mais du coup, tu vois, moi, ça m'a remis un certain nombre de... Enfin, c'est pas que ça m'a remis, c'est que ça m'a expliqué peut-être des choses que je qualifiais peut-être à un moment donné d'insuffisance du système ou de dysfonctionnement interne, mais finalement je me rends compte que c'est juste par méconnaissance en fait. C'est juste par méconnaissance. Ouais. Et c'est pas faute de m'intéresser aux choses, tu vois. Mais pour moi, les AVS et les AESH donc arrivés, ils étaient parachutés sur un établissement par un enseignant référent, par la MDPH. Et pour moi, il y avait eu un recrutement avant par Handiscol. Et pour moi, c'était Handiscol qui formait le personnel, quoi. Dans ma tête, c'était ça, très clairement. Voilà. Mais après, j'étais pas censée savoir que la formation, elle était plus que basique, quoi. Mais du coup, c'est super, hein. Moi, ça va me décomplexer sur l'aspect qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux collègues, quoi. Je te dis, des fois, je m'interdisais parce que je me disais, mais non, il le sait, il va se dire, mais qui c'est celle-là qui me donne ses conseils, quoi. Tu vois ? Et juste, c'est moi qui vais prendre ce mot de conclusion, mais je dirais que c'est d'autant plus probant maintenant que l'AVS, il avait quand même encore un petit regard scolaire dans sa terminologie. Donc il était supposé comme quelqu'un du scolaire. Mais si on prend la terminologie de la ESH, le H. L'aspect scolaire, il est vraiment sur le handicap du coup. Donc, eh ben oui, le H, il vient aspirer, il met un point, un point d'exergue sur le handicap. Et donc le handicap, il doit être pris en compte en tant que tel, avec toute la problématique associée. Et c'est pour ça que ma réflexion elle pose sur l'inclusion, source d'exclusion. Parce qu'à vouloir mettre les gens tous dedans, on les met encore plus dehors, selon moi. Et on parce que finalement, quel est le sens de changer l'appellation puisque...
Ah, mais c'est pas anodin, hein, effectivement, que le Tout handicap le soit monde nous affiché. dit, Que le handicap soit affiché, C'est c'est pas, terme. c'est pas anodin. C'est pour pas moi, anodin. c'est déterminant. Ouais. Ah oui, mais très clairement. Là, pour le compte, aide vie scolaire, bon, ça pouvait laisser présager que on Ouais. savait, On était aide c'est ça. et on Ouais, était scolaire. c'est ça. Donc déjà, on Ouais, avait deux ouais, éléments ouais. qui étaient porteurs. Ouais. Oui, là, on est sur de l'aide au handicap, en fait, Voilà. enfin, qui répond au handicap de l'élève, quoi. Alors que... Donc pourquoi pas? Hmm, Mais à ce moment-là, il faut que le handicap soit pris en tant que tel. ouais. Oui, mais du coup, Quelle ça... valeur je donne? Est-ce que c'est un plus? Si c'est un plus, il est discriminatoire. Mais ça veut dire que ça restreint vachement la vision dans le sens où ça va être un apport technique, on va Exactement. dire. Voilà. Ça va être un apport technique au handicap, quoi. Voilà. Et ça, moi, je pense Et que... donc soustractif, parce que l'enseignant, ça suppose que lui, il n'a aucune compétence sur ce registre-là. Ouais, Donc ouais, ça suppose que ouais. lui, il accepte de déléguer Ouais. son savoir-faire sur quelqu'un qui en saura plus que lui, Ouais. alors Ouais. qu'il est maître du jeu dans Alors, sa baraque. eh oui, ouais. Attends, ça Ouais, va pas. ouais. Ah oui, oui, ouais. Là, je pense que en Ça fait, va être ça va être encore plus... pour les gamins qui ont ce genre d'aide, ça va être encore plus compliqué de l'accepter. Exactement. Parce que là, pour le compte, le mot handicap, il est dans l'intitulé, quoi. Ouais. Et nous, Et je on verra. sais qu'il a fallu souvent discuter de la notion de handicap avec les élèves pour qu'ils acceptent l'aide. Bien sûr. Voilà. Et souvent, du coup, le mot différence nous apportait une aide précieuse. Ouais. Ouais. Et on verra au fil de nos lectures que Becker a un regard particulier sur tout ce qui est différent, quelle que soit la différence. Ouais. Ça te donne des logiques de réflexion. Ouais. Et que tonton Hugh, qui travaille, que j'ai découvert d'ailleurs au fil du parcours, hein, Ouais. mais qui travaille lui sur le monde du travail, Ouais. on voit les étiquetages qui sont Oui. associés Ouais. au monde du Ouais. travail. Et moi je prends Ouais. souvent l'exemple de l'AVS qui devient l'infirmière du bloc opératoire. Mmh. Hein? Ouais, ouais. Le Tout à fait. prof, lui, Ouais, c'est le charcutier, Ouais, ouais. chirurgien, Ouais. devenu chirurgien. Mais tu sais, Et l'AVS, c'est c'est ce l'infirmière que qui je te s'est née disais. à Dame de Salle. L'autre jour, je te disais, les premières années où j'ai été CPE, ça a été compliqué pour moi parce que j'avais été surveillante avant, AED, parce que ça avait changé de dénomination. Si on n'était plus SE, on était AED. Et que du coup, et souvent, la frontière, tu sais, elle est très étroite. Hein. Et je me disais, ben merde, maintenant je suis CPE, mais alors ça je peux plus le faire parce que du coup mon poste dit que dans mes missions, ben non, enfin, je veux dire quand les surveillants ils vont manger, que je trouve que c'est important qu'ils aient un temps d'échange entre eux là sur la pause déjeuner, je ferme mon bureau, je me mets en vie scolaire et je réponds au téléphone, ça me pose aucun souci. Mais il y a des CPE, ils n'accepteraient pas ça, tu vois. Mais parce que moi, même pour moi maintenant ça glisse et je me dis c'est ma personnalité de CPE et Surtout, ça fait partie du vécu. Ça a été Oui. dans mon champ expérimental. oui. Et puis je vais pas faire que les travails de merde à mes surveillants, quoi. Enfin, tu vois, je vais les inclure dans les entretiens avec les élèves, on va trouver des pistes de réflexion ensemble, je vais leur demander de réfléchir à un travail à leur faire, tu vois. Enfin, je sais pas, du coup, je pense effectivement que d'avoir été surveillante avant, ça m'a permis de réfléchir au métier autrement, ça c'est clair. Hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai du mal avec le mot chef de service, tu vois. Très clairement, c'est un truc, j'ai du mal, quoi. D'ailleurs, quand ils veulent me titiller, les surveillants, ils m'appellent le chef, parce que tu sais, ils savent que... Voilà, je peux pas, je sais pas faire ça. Voilà. J'ai une posture, je pense, de chef de service quand il faut, je cadre, le service est organisé et tout ça. Mais, donc, je suis chef dans cette façon de voir les choses. J'encadre, j'organise mon service. Mais après, je ne suis pas au-dessus d'eux. Hiérarchiquement, pour moi, ça ne veut rien dire. Quoi. Voilà, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et dans ma posture professionnelle, que ce soit avec les AVS, les surveillants, je suis un adulte au service de l'enfant. Voilà. Enfin, tu vois ? Et je me suis sentie tellement bien au bout de 2 ans, là, quand je me suis dit, ta posture professionnelle, tu la construis comme tu as envie, quoi. Et en même temps, ça me fait penser à l'idée d'étiquette là, que tu évoquais. Donc tu disais que c'était Hugues. Et j'ai regardé ce matin sur YouTube là, le lien de Varena. Et où il évoque aussi cette idée d'étiquette, alors plus dans la construction on va dire, mais c'est exactement ça, quoi.
on nous bourre le mou avec... on nous formate en fait quelque part dans notre société. Hein. T'es ça, ben, il faut que tu fasses comme ça. Et finalement, ça, je pense que ça bloque les gens, ça les enferme, quoi. Dans l'idée de la fluidité là, de la société, c'est génial ce concept. C'est génial. Ouais, tu vois, j'ai noté parce que je me suis dit, ça c'est génial, quoi. Pour moi, c'est central dans mon fonctionnement, dans la façon de voir les choses, comment on évolue là. Ouais. La prise de risque plutôt que tu vois, le stationnaire, l'ouverture à l'autre plutôt que le renfermement. Ça, pour moi, là, ça a fait tilt, ça. Je dis, c'est ça, quoi. C'est ma ligne, ça. Ouais. Et pour moi, elle est transposable pour les surveillants, pour les AVS, pour tout le monde, en fait. Et je pense que ce qui pose problème dans le monde de l'éducation, c'est que trop souvent, l'enseignant, il a du mal à s'ouvrir au reste, quoi. Tu vois, t'as combien d'enseignants qui te disent « mais je suis prof, je suis pas éducateur ». Bah non. C'est pas moi à faire ça. Ouais, oui, mais c'est ça, très clairement. Ouais. Et là, il y a... Enfin, là, franchement, tu vois, j'ai... L'année dernière, j'ai eu un prof de maths, c'était dans mon premier topo, Ouais. et qui a dit... je veux... je me reviens plus. Enfin, la façon dont il l'a formulé. Ah oui, j'ai pas passé le concours pour ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment pas possible, quoi. Mais là, nous, on voit avec Hélène, chaque fois qu'on intervient... Oui, mais oui. Il n'y a pas 30 ans, ce con, là. Chaque fois qu'on intervient sur les groupes SP, là, sur les stagiaires, on a des échanges extrêmement riches parce que on leur ouvre les perspectives du travail avec le CPE. Enfin, autant te dire qu'il y en a la moitié, ils n'imaginaient rien de ce qu'on leur a apporté là. Donc ça c'est super. Hein. Et ma Myriam Martellucci, qui est formatrice, chaque année, elle me fait revenir, quoi. Elle dit il faut que vous soyez là, quoi. Il faut que vous veniez. Pas longtemps, tu vois, on y va 1h30. Mais je pense que l'intervention, tu vois, de l'AVS sur ce même fonctionnement, là, ouais, ça serait vachement intéressant. Ouais. Ouais. Bah écoute, je pense que c'est nécsaire en plus. Hein. Comme nous, c'est pareil. Je pense que c'est nécessaire, c'est obligé. Enfin, tu vois, on est des rouages là. Comment l'enseignant il va pouvoir fonctionner dans un système sans connaître cette rotule-là. Enfin, forcément, à un moment donné, il va y avoir un biais dans le fonctionnement. Ça va générer des problèmes. Quoi. Donc, ce qui était très rigolo hier, c'était quand on leur a dit le CPE n'est pas là pour punir à votre place. Alors là, tu as eu bling, 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 tous les yeux se sont ouverts, tu sais. Ah bon? Bonne autorité à moi, s'il vous plaît. C'est extraordinaire, quoi. Je dis, ouais. Vous vous rendez compte que si vous me demandez de punir à votre place, votre autorité, c'est mort, c'est fini, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que vous vous foutez de l'élève hein, en faisant ça. Enfin, voilà. Non, mais c'est très intéressant. Je te remercie, Philippe. Parce que ça m'a ouvert quand même des perspectives aussi, moi, dans ma façon de faire, quoi, tu vois. Je me dis que je peux encore mieux faire. On peut toujours mieux faire. Peut mieux faire. Appréciation, peut mieux faire. On va clôturer nos 1h53 sur ces paroles prophétiques.